Alors, bonjour à tous. Voilà, c'est la dernière séance de physique de cette rentrée. Voilà, c'est passé assez rapidement. Alors cette séance, elle va être un peu différente des autres parce qu'on va surtout faire la correction de l'exercice. Donc ça paraît barbant dit comme ça, mais en fait il y a deux exercices qu'on va corriger, le 22 et le 27. On va d'abord corriger le 22 parce qu'avec ce que vous avez eu comme cours, vous pouvez le faire. Ensuite, on va faire une petite partie de cours qui va pas être très longue, mais on va apprendre deux trucs qui sont très importants dans le transport transmembranaire. Donc ça va être ce qui s'appelle la sélectivité de membrane, voilà, les membranes sélectives, et surtout l'osmose. Donc l'osmose, on va voir ce que c'est, on va essayer d'expliquer un peu comment ça marche, on va voir les petites équations qu'il y a avec, et vous allez voir que c'est quelque chose de très important, à la fois pour la physique, vous allez voir ça en biophysique, vous allez voir ça en physiologie, et si, ce que je vous souhaite, vous passerez dans les années supérieures, vous verrez que l'osmose c'est très utile pour beaucoup de choses. Donc on va commencer avec l'exercice 22. Alors l'exercice 22, donc on vous explique le but de l'exercice. Donc le but de l'exercice, c'est que vous avez vu que dans le cours précédent, on pouvait définir une densité de flux d'entraînement qui était égale à la densité de flux volumique multipliée par une concentration. D'accord ? Ça, on avait montré ça au dernier cours, sauf que quand vous avez, donc là dans ce cas de cet exercice, on va avoir un pore. Quand vous avez un pore où il y a une concentration C1 ici et une concentration, on va dire C2 égale 0, vous allez avoir donc de la diffusion, on va mettre une pression P1 et une pression P2, avec la pression P1 supérieure à la pression P2, histoire qu'il y ait un flux convectif comme ça. On va avoir donc une diffusion des molécules de soluté à travers le pore, qui vont être dues à deux moteurs. Le premier moteur, c'est donc la diffusion propre, la première loi de Fick, et le deuxième moteur, ça va être l'entraînement, c'est-à-dire que l'eau qui va aller comme ça va entraîner justement ces particules de soluté. Ce qui fait que dans le pore, si vous observez en fait le déplacement des particules dans le pore, vous allez avoir donc, des particules ici, vous allez en avoir beaucoup au début, et à la fin vous allez en avoir un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait il y aura une concentration différente en fonction d'où on se mettra dans le pore. Et là, le but de cet exercice, ça va être de démontrer que en fait, le flux d'entraînement à travers tout le pore, ça va être la densité de flux volumique d'eau multipliée par la concentration moyenne dans le pore. Donc ça va être une équation justement pour faire pour exprimer toute cette densité de flux d'entraînement. Donc cette notation moyenne, entre guillemets, entre ces espèces de crochets pointus, on ne vous demande pas de comprendre mathématiquement ce que c'est un type de moyenne, il y a plusieurs façons de calculer une moyenne, ça c'est un type de moyenne mathématiquement, mais il faut savoir quand même que ça veut dire moyenne. Bon, alors, donc on vous dit, dans notre cas, je vais modifier un peu mon dessin par rapport à ce qu'on nous dit, donc on note, donc on prend un axe OX horizontal orienté vers la droite. Donc on a l'axe des X qui est ici, je refais le schéma même s'il est en haut, avec une concentration C1 en C de X égale 0, c'est ce que je notais, et C2 en C de X égale D. Donc D, c'est bien l'épaisseur de la membrane, on a une épaisseur de membrane D. On vous dit qu'il y a une densité de pore qui est petit n normalement, un peu comme d'habitude, voilà. Alors, on note grand D le coefficient de diffusion du soluté. On vous note petit v, c'est important, le vecteur vitesse de l'eau. Parce qu'on a une différence de pression qui crée un mouvement d'eau. Alors, donc voilà, encore, ça reste toujours des conseils, mais en physique, essayez toujours, même si vous l'avez sur la feuille, de refaire un schéma. C'est super important, et un schéma complet, c'est-à-dire un schéma où vous mettez un peu les différentes informations que vous avez. D'accord ? C'est très utile pour la compréhension après dans les questions suivantes. Alors, première question, exprimez J-pore, la densité de flux de soluté dans le pore, en fonction des données du problème. Alors, petit J-pore, est-ce qu'il va loin celui-là ? Ouais. Alors, petit J-pore, c'est donc, ça c'est en fait, c'est une petite question de cours. On commencera souvent les exos avec une petite question de cours comme ça. Petit J-pore, on va le noter directement en nombre, on ne va pas mettre de vecteur, parce qu'on sait que le déplacement va se faire que selon l'axe X,
D'accord? Donc ça ne servira à rien de mettre juste vecteur avec des fois UX tout le temps. On va juste mettre leur valeur, leur norme. Un scalaire, c'est un nombre. Donc, cette densité de flux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est due à deux moteurs. On va avoir d'abord la diffusion, qui est donnée par la première loi de Fick. Et on va avoir l'entraînement, qui est donné par C fois V. Donc voilà, ça c'était la réponse à la première question. Pas très compliqué. Alors, on va avancer. On vous demande... C'est vraiment pas pratique ce truc. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, ça va? Non, mais en haut? Ça va? Ok. Parce que je préfère faire sans micro, ça fait un peu chier de travailler partout. Alors, donc, ça, c'est la réponse qu'on vous a mis en bas. Deuxième question, on vous dit on se place en régime permanent. Donc, régime permanent, il faut qu'il y ait le déclic, c'est les grandeurs sont indépendantes du temps, donc toute dérivée par rapport au temps est nulle. D'accord? Ça, c'est important. On considère donc petit J-port comme constant. Intégrer sur l'épaisseur de la membrane l'expression obtenue précédemment et exprimer petit J-port en fonction de C1, C2 et Cx. Alors, donc, on nous dit de partir de l'équation qu'on a. Ça veut dire de l'intégrer. Donc, là, on était en dérivée partielle, théoriquement. On passe en dérivée totale, donc des petits d droits, parce que on dit que comme je l'ai dit, on dit que le flux n'est que selon l'axe OX. Donc, notre dérivée va être intéressante que sur X, donc ça ne dépendra qu'une valeur, donc c'est une dérivée totale. Alors, notre équation, qu'est-ce que c'est? On va multiplier par dx des deux côtés. Ça va nous donner petit J-port fois dx est égal à moins d fois dc plus cd fois dx. On dit dx là, on a multiplié sur dx des deux côtés. Cette fois, on peut intégrer. Alors, on peut intégrer. Normalement, si on intègre, on fait quoi? On fait une grande intégrale là et une grande intégrale de ce truc-là. J-port, on a dit que c'était constant comme on se place en régime permanent. Donc J-port, on peut le sortir de l'intégrale. Je ne mets pas tout de suite les bornes, on va voir ce que c'est. J-port dx est égal à, et là il y a une propriété d'intégrale qui dit que si vous avez la intégrale, dans ce cas-là, intégrale de moins d dc plus cv dx, vous pouvez écrire que c'est moins d, c'est pour ça que vous faites ça. Intégrale de dc plus... Alors, la vitesse v est constante, je vous le dis, dans l'introduction. Par contre, c dépend de x. Intégrale de c de x fois dx. D'accord? Maintenant, on va mettre le bord d'intégrale. Donc, on nous a dit, on vous l'indique en plus dans la question, on vous dit d'intégrer sur l'épaisseur de la membrane. Donc, intégrer, c'est faire une somme. On va sommer en fait toutes les valeurs qui sont, alors, depuis l'entrée du port, c'est-à-dire en x égale 0, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire en x égale d. Donc, on va intégrer sur les x entre 0 et d. Là, on est encore sur les x, donc entre 0 et d. Par contre, sur les c, c'est pas entre 0 et d, c'est entre ce qu'on a appelé c de x, c en x égale 0, c'est-à-dire c1, et c en x égale d, c'est-à-dire c2. D'accord? Donc, cette première intégrale, ces deux intégrales sont pas très compliquées. L'intégrale de dx ça donne x, donc ça donne j-port, petit j-port, fois, donc la primitive x, ça donne d moins 0, donc fois d, est égal à moins d c2 moins c1, plus, et là, l'expression de c2x, on ne la connaît pas. On ne sait pas, ça se trouve c2x, ça varie, et on ne sait pas l'expression, donc on va le laisser comme ça. On va laisser v intégrale de 0 à d de c de x d de x. Donc oui, en fait, moi je l'ai jamais eu encore en cours, mais j'écris beaucoup au tableau. Et après, je vous mets la diapo où c'est résumé. Je vais vous donner l'information après. Voilà, c'est histoire de ne pas vous envoyer pour que vous gardiez entre le tableau et le PowerPoint. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, en fait, il y a une astuce, c'est un peu une petite astuce mathématique. C'est qu'on va diviser par d les deux côtés, changer un peu l'écriture.
ça nous donnait petit J-port est égal à moins D facteur de C2 moins C1 sur petit d plus V sur D intégrale de 0 à D C de x D de x. Alors pourquoi on a divisé par 2 des deux côtés? Par D des deux côtés. On pourrait dire c'est pour juste simplifier en ayant une écriture juste J-port égale quelque chose. C'est pas tout à fait pour ça. C'est pour en fait observer cette écriture-là. C'est pour mettre en valeur ce truc-là. Pourquoi? Parce que en maths, vous avez appris, théoriquement en terminale, enfin, les programmes ont changé, mais normalement ça vous l'avez vu, que en fait quand on a par exemple une courbe, là je suis désolé, c'est des maths un peu pures, mais c'est une formule qui est un peu à connaître. Vous avez une courbe f, f de x, vous prenez un point qui a des axes petit a et petit b. Donc là, quand vous avez de a à b, vous avez plusieurs de valeurs de f de x qui vont entre f de a et f de b. Si vous voulez la moyenne, la valeur moyenne dans toutes ces valeurs-là, vous faites, donc la moyenne, on va l'appeler f bar, je le donne juste comme ça va être 1 sur b moins a, intégrale de a à b, de f de x dx. Ça, vous l'avez vu normalement, cette formule l'année dernière. On s'en souvient pas trop, mais normalement, vous l'avez vu. Donc ça, c'est la moyenne. Et bien, regardez ce qu'on a. En fait, quand on écrit 1 sur d, facteur intégral de 0 à d de c de x dx, c'est comme si on écrivait 1 sur d moins 0, intégrale de 0 à d, c'est de x dx. Donc là, en fait, c'est la même écriture qu'ici, et c'est donc bien cette écriture, la concentration moyenne, qui dans l'exercice, on va noter comme ça. D'accord? Ça, c'est donc la concentration moyenne. Donc voilà pourquoi on a divisé par d, c'est pour bien mettre en valeur, enfin mettre en évidence la concentration moyenne. C'est le but de l'exercice. Ce qui veut dire qu'on arrive à une expression du petit J-port qui est petit J-port est égal à moins grand D sur D facteur de C2 moins C1 plus V, parce que le V fait pas partie de la moyenne, facteur de C moyen. Alors, oui, dans la correction, on vous note C bar. Vous savez, ça normalement c'est une écriture que vous avez déjà vu, quand on met une barre au-dessus, C bar ça veut dire moyenne de C. En physique, sur ce problème-là, en fait, on va le noter avec cette notation. Et ça, c'est la réponse à la question 2. C'est ce qu'il y a normalement sur cette diapo. Voilà, donc c'est normalement ce que j'ai écrit, si je n'ai pas fait de faute. Si vous n'arrivez pas à lire. Voilà, donc, sur la correction, comme je vous disais, on a noté C bar pour la concentration moyenne. Il ne faut pas que ça vous choque. Moi, je la note avec des crochets comme ça, parce que dans l'équation, ça se fait comme ça. Alors, on vous dit en 3, en faisant le bilan du flux de soluté sur l'ensemble de la membrane et en remarquant que n pi a carré fois v égale petit jb et que n pi a carré grand D sur D égale pd, la perméabilité diffusive que vous avez vu au cours dernier normalement, retrouvez l'expression générale de la densité de flux transmembranaire. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, donc là en fait, ce qu'on a fait, et c'est comprendre un peu la question, c'est que là on a trouvé la densité de flux dans un port. Juste dans un port, voilà. Donc notre membrane, elle est privée de trous, il y a plein de ports, et on va essayer de trouver l'expression générale de justement tous ces flux qui travers l'ensemble de la membrane. Donc là, on a trouvé une densité de flux. Le problème d'une densité de flux, c'est qu'on ne peut pas additionner en disant ça c'est un port, donc on additionne par le nombre de ports. En fait, on ne peut pas faire ça parce qu'une densité de flux, je sais pas qui vous a vu c'était au 3e cours, mais normalement on a dû vous expliquer qu'une densité de flux, c'est une valeur qu'on appelle normalisée, c'est-à-dire quelque chose en fait qui nous permet de comparer différentes grandeurs, mais qu'on ne peut pas additionner.
Bon, si c'est pas clair pour vous, si on ne vous l'a pas expliqué, si ça vous intéresse, vous pourrez me demander à la fin qu'est-ce que ça veut dire sur ce que j'ai raconté là. Alors, de quoi on va partir? On va partir du flux. On va partir du flux. Le grand J-port, le flux dans un port, c'est petit J-port fois la surface du port. La surface du port, on dit que c'est un port cylindrique, donc c'est pi a carré. A étant le rayon de notre port. Alors les grands flux, les flux et non pas les densités de flux, on peut les additionner. On peut dire que le J, alors nous on l'a noté sans rien, moi je le note avec un petit M. Si vous verrez, vous allez beaucoup jongler dans les exercices entre les flux de port et les flux membranaires. Moi pour pas me bourrer, je mets JP et JM. Le flux membranaire, à la toute la membrane, c'est le nombre de pores, qui est notre grand N, multiplié par J-port. D'accord? Imaginez, on a 3 molécules par seconde qui traversent un pore. Si on a 4 pores, ça va faire 3 fois 4, 12 molécules par seconde à travers notre membrane. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va revenir, donc là, ça c'est deux équations que j'ai écrites avant. On va revenir à notre petit j qu'on cherche. Et maintenant, on va écrire une équation comme ça. On dit que petit j, alors je vais mettre membrane, M, c'est le grand J membrane divisé par la surface de la membrane. Jusque-là, je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. J membrane, on a montré que c'est N fois J port. On va le diviser par S. N sur S, nombre de pores sur la surface de la membrane, c'est ce qu'on a appelé la densité de pores. D'accord? On a noté petit n, densité de pores. Voilà, densité, vous avez compris, quelque chose qui est densité de flux, etc. C'est quelque chose qu'on divise par une surface. L'exemple classique que vous devez connaître, c'est densité de population. 1000 habitants par kilomètre carré, c'est on a divisé par une surface. C'est ça la densité en fait. Donc ça, c'est la densité de pores multipliée par grand J port, et grand J port, c'est petit J port fois pi a carré. Donc, ça fait petit n fois pi a carré fois J port. D'accord? Donc, notre densité de flux membranaire, c'est le truc qu'on cherche, c'est la densité de pore fois la surface d'un pore fois la densité de flux d'un pore. Cette densité de flux d'un pore, on l'a trouvée à l'exercice précédent. On va pouvoir réinjecter cette équation dans cette nouvelle ligne. Et écrire donc que le petit J membranaire qu'on cherche, c'est égal à petit n pi a carré multiplié par, alors là, on va arriver à lire, là, moins d sur petit d, facteur de C2 moins C1 plus V C bar. Tac. Une notation un peu plus lourde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va développer notre équation. Donc, ça va faire n pi a carré fois ce bloc-là plus n pi a carré fois ce petit bloc-là. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe donc que J membrane, c'est égal à... Alors, là, on a moins n pi a carré fois grand d sur petit d. Le moins qui est ici, je l'injecte là-dedans et donc ça donne C1 moins C2. Plus n pi a carré fois V fois C bar. On vous dit dans l'énoncé, et c'est une équation qui est dans votre cours, qui normalement n'est pas à connaître, parce que normalement le jour du concours on vous le donne, mais bon, au cas où ça peut être utile entre guillemets de la savoir, n pi a carré grand D sur D, c'est ce qu'on a appelé la perméabilité diffusionnelle. D'accord? C1 moins C2, c'est ce qu'on appelle delta C. On a un grand delta, parce que là c'est juste la soustraction entre deux grands D. Et n pi a carré V, on vous met dans l'énoncé que ça c'est le petit JV, le fameux petit JV. Ce qui arrive à une équation très importante qui est que la densité de flux membranaire, transmembranaire, c'est la perméabilité diffusionnelle fois
delta C plus JV fois CA. C entre les crochets pointus. Bon voilà, alors là en fait, c'est vrai que moi, quand j'étais en P1, j'ai fait un exercice comme ça et je m'étais dit à quoi ça sert, parce qu'on a déjà montré ça, c'est ensemble et tout. C'est pas pareil. Là, c'est la densité de flux dans un port, là-bas, c'est la densité de flux à travers toute la membrane. C'est quelque chose qui est bien différent et que, à force de faire des exercices, vous comprendrez que ça a des utilisations et même une explication physique différente. Ce qui clôt cet exercice 27. Donc l'exercice 27, il est long, il est dur. Ça c'est du bon exercice. Mais il est bien. Pourquoi il est bien? Parce que là, c'est vraiment un exercice qui aurait pu être en concours. C'est un exercice qui aurait pu être en concours, vous allez voir, parce qu'il traite de différentes choses et c'est surtout une application médicale. Alors, s'il vous plaît, exercice 27. Donc, les capillaires sanguins constituent les territoires d'échange entre le sang et les tissus. C'est à travers la membrane capillaire que se produisent les flux de plasma et de solutés tels que le glucose. L'objectif de ce problème est de modéliser un capillaire afin de se rendre compte des échanges entre le sang et les tissus à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre comment on arrive à nourrir nos tissus. Parce que tout ce qu'on mange en fait va passer dans le sang et comment notre sang va justement, par la physique, redistribuer par exemple le glucose qui sert à l'énergie, toutes ces molécules comme le glucose aux muscles par exemple, ou aux différents tissus du corps. On a un schéma que je vous invite quand même à faire quand vous faites l'exercice, qui est comme ça. On vous dit, donc ici on est dans une artère, en gros, système circulatoire, c'est pas très compliqué. Là on schématise comme ça, on a une artère, le sang va passer dans un capillaire, on s'intéressait justement au capillaire, puis partir dans la veine, ça va partir dans le cœur, etc. On trace un axe X qui est au milieu, je vais le mettre ici, tac, avec le 0 à l'entrée du corps, et on dit, enfin du capillaire, on dit que le capillaire a une longueur L. Ici c'est un capillaire, c'est bien cylindrique. On va dire que c'est cylindrique. On note une pression artérielle PA et une pression veineuse PV. Vous allez voir que c'est vraiment différent. Il y a deux grosses différences de pression. Donc c'est quand vous allez chez le médecin et qu'on vous prend la tension. La pression artérielle, c'est le premier chiffre. Enfin, quand on vous dit vous avez 6. On a 12, c'est la pression artérielle. Et 6, c'est la pression veineuse. C'est une absurdité totale. C'est vraiment difficile. Comment on a eu tapé, hein? Tapez-le! Ah ouais, non, c'est totalement différent. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que j'ai confondu avec un autre graphe, c'est que la pression veineuse c'est vraiment basse par rapport à la pression artérielle. On s'en arrête là. En gros, la pression artérielle moyenne c'est 120 à 130 mm de mercure. On parle en millimètres de mercure, vous l'avez vu normalement. Si vous avez fait l'exercice, en fait, vous ne l'avez pas fait dans le cours, mais si vous faites l'exercice qui est sur l'expérience de Torricelli, on vous apprendra ce que c'est que le millimètre de mercure et vous le reverrez beaucoup parce que c'est une unité utilisée beaucoup dans le médical. Donc 120 à 130 mm de mercure, parce que c'est 120 à 130. La pression veineuse c'est environ 25. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Alors, la pression dans les tissus, elle est égale à 0. Pression hydrostatique dans le tissu. Et donc on a notre sang qui va à une vitesse V comme ça. D'accord. La membrane capillaire est perméable au plasma. Donc le plasma en fait c'est entre guillemets la phase liquide du sang, c'est tout ce qui est liquide, pas les protéines dedans. Assimilé à de l'eau avec une perméabilité hydraulique LH et au glucose avec une perméabilité diffusionnelle PD et imperméable aux protéines. D'accord. Il y a plein de trucs entre des protéines, du glucose et du plasma pour faire le liquide. Le plasma va pouvoir passer à travers la membrane, le glucose aussi. Le glucose, plasma, mais les protéines, les grosses protéines, non.
concentrer dans le sang, elle crée donc une différence de pression osmotique. Alors, c'est ce qu'on vient de voir. C'est pour ça qu'on le corrige après ce cours-là, c'est parce qu'il faut voir un peu. La pression hydrostatique dans le capillaire varie. On notera PA, la pression hydrostatique dans le secteur artériel, etc. Et PT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous donne plusieurs données numériques. Donc voilà, dans l'exercice, en gros, les données numériques, on vous donne au début de l'exercice. Ensuite, si vous avez besoin d'une donnée, il faut revenir au début pour les voir. Je ne les donnerai pas à chaque question. Voilà, vous démerdez un peu. Et en plus, souvent, c'est des connards parce qu'ils vous donnent plein d'unités dans des trucs qui sont des unités non SI. Il faudra toujours revenir en SI. Par exemple, vous avez les millimètres par seconde, les fameux millimètres de mercure et centimètres par seconde, avec aussi micromètres, millimètres, donc c'est presque jamais du SI. On vous dit en première question, exprimer la densité de flux volumique transmembranaire de plasma JV. D'accord? Donc, ça, c'est du cours, et c'est le cours qu'on vient de voir. JV, si on connaît sa formule, c'est que c'est la perméabilité hydraulique fois delta P moins delta P. D'accord? Delta P, c'est P de X moins PT moins delta P. Et on va laisser comme ça. Pourquoi P de X moins PT? Parce que, je vous ai dit, notre compartiment 1, en fait, ici, c'est le capillaire. Et on va avoir un flux d'eau vers le tissu. Donc PT, Px moins PT. On note Px parce qu'on vous a dit que la pression varie en fonction de X. PT c'est égal à 0, donc on a une expression plus simple de la densité de flux volumique qui est LH, facteur de P de X moins PT. C'était la réponse à la question 1. On va arriver à une question qui tombe souvent, qui va tomber 2 fois dans cet exercice en plus. Parce que c'est vraiment un truc à savoir. Ça va être celle-là. On va voir ce que c'est. Regardez pas trop le truc. On va forcément comprendre. On vous dit, considérez un élément du capillaire de longueur dx. Petit dx, c'est un petit longueur. Situé entre les abscisses x et x plus dx. En faisant le bilan des flux entrants et sortants de solvant, déterminer l'expression de dq sur dx, où q désigne le débit de plasma dans le capillaire. Alors là, c'est vrai que quand on arrive sur cette question pour la première fois, on se dit, mais de quoi on parle? Dq sur dx, c'est pas trop ça. Alors, on va faire justement, et ça c'est un truc que vous allez devoir garder en tête, quand on vous parle en faisant les bilans de flux entrant et sortant, bilan de flux, d'accord, bilan d'eau, etc., ça va être toujours la même rhétorique. Quelle est cette rhétorique? Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre capillaire, on prend une section du capillaire, on s'écarte un peu de dx, et ça nous fait un mini cylindre comme ça. C'est ça ce qu'on va appeler l'élément du capillaire. D'accord? Donc, je vais le redessiner ici, un plus grand, comme ça on verra bien. Tac. On est entre x et x plus dx, ce qui veut dire que notre élément capillaire a une longueur dx. Et là, on observe les flux. Donc faire le bilan, c'est observer les flux qu'il y a dans notre système. Les flux qu'il y a dans notre système, c'est quoi? On s'intéresse au flux de plasma, c'est marqué. On a un flux de plasma Q de X, on note Q comme un débit. On a un débit sortant Q de X plus dx. D'accord? Et en plus, on perd un peu de plasma parce qu'il y en a qui traversent la membrane, qui va être justement dû à ce petit JV. Ce petit JV, c'est bien la densité de flux volumique transmembranaire, donc qui traverse la membrane. Ici, on ne traverse pas une membrane. La membrane, c'est toute la surface intérieure. C'est ce plasma qui va ressortir comme ça. Le bilan de flux entrant et sortant, c'est de faire ce que je vais faire juste là, c'est de dire qu'en chemin, on ne perd rien, une sorte de continuité. De dire que tout ce qui rentre à Q de X, ça va être égal forcément à tout ce qui sort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que Q de X est égal à le flux sortant, ici, le flux transmembranaire de plasma, plus Q de X plus dx. Alors on va quand même exprimer avant ce flux transmembranaire de plasma. On raisonne en flux et non en densité de flux. Je l'ai dit parce que les densités de flux, sur deux densités de flux différentes, on ne peut pas les additionner. En fait, là, on va raisonner en flux, donc on a la densité de flux
v de x, on va multiplier par la surface pour avoir le flux. La surface qui est traversée, c'est quoi? C'est cette fameuse surface latérale. Surface latérale du cylindre, c'est le périmètre de la section, c'est 2 pi r fois la longueur dx. 2 pi r fois dx fois petit jv de x. Donc ça, c'est le flux transformateur. Et donc on va pouvoir écrire que q de x, c'est égal à 2 pi r dx jv de x plus q de x plus dx. D'accord? C'est ça, ce fameux bilan de flux entrant et sortant. C'est cette équation-là. Dire qu'en chemin, on n'a rien perdu. Le flux entrant est forcément égal à la somme des flux sortants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on va un peu triturer l'équation pour trouver une forme un peu différente. En fait, une fois que vous avez fait le bilan de flux entrant et sortant, vous pouvez regarder le reste de la question. On vous parle d'un dq sur dx. Bon, bah, ça tombe bien, on a écrit des q. On a écrit q de x et q de x plus dx. Quand on a deux trucs comme ça, il faut penser immédiatement au développement de Taylor, au développement limité, dont vous avez parlé au premier cours. Et donc on va écrire que q de x plus dx moins q de x, je reprends cette équation là-bas, c'est égal à moins 2 pi r dx fois jv de x. Si on connaît son développement de Taylor, on sait que q de x plus dx moins q de x, c'est dq sur d rond q sur d rond x fois d droit x. Et donc v le reste, dx jv de petit x. On peut simplifier ici et ici par d. Et donc on trouve l'expression de dq sur dx qu'on va mettre avec des petits d droits. De toute façon, c'est ce que vous ferez la plupart du temps, vous transformerez les d ronds là, des partiels en dérivés totales, parce qu'on dit que le débit ne va dépendre que de x. En fonction du x où on sera, il n'y aura que ce paramètre. Et donc ça sera égal à moins 2 pi r multiplié par jv de x. jv, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est lh fois p de x moins delta pi. Voilà, on commence à injecter les équations qu'on a trouvées avant, l'équation qu'on a trouvée avant. Et donc on a cette équation-là. Donc c'est la suite, c'est le dépôt. Voilà, on trouve ce résultat ici que j'ai écrit tout à l'heure. On vous dit à la question 3. On considère que la pression hydrostatique dans le capillaire suit une variation affine. En déduire l'expression de P de x pour 0, enfin x supérieur à 0 et inférieur à 1. Alors là, c'est une petite notion de maths. Donc on vous dit que ça suit une variation affine. Vous allez savoir ce que c'est qu'une fonction affine. Le premier type de fonction que vous avez vu normalement en troisième, c'est une fonction affine, une fonction mathématique, une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale alpha x plus bêta. Une constante fois x plus bêta. Ça, c'est une fonction affine. D'accord? Parce que là, ça va. On vous dit que P de x, c'est une fonction affine. Bah, on va dire que P de x est égal à une constante fois x plus une autre constante. On a certaines valeurs de P de x, donc on va pouvoir retrouver les deux constantes alpha et bêta. Comment on fait? On sait que P de x en 0, c'est ce qu'on a appelé PG, PA, et P de x en L, c'est ce qu'on a appelé PV. Donc, là, on va noter ça. P de x égale 0, c'est égal donc à alpha fois 0 plus bêta, c'est égal à PA. Donc, ici, on a bêta
égale PA. On va trouver notre première constante. C'est qui? Et on sait aussi, désolé, que P de x égale L, donc c'est égal à alpha L plus PA, là c'est égal à la pression P2. Donc alpha, ici, alpha c'est donc égal à PV moins PA sur L. Ce qui fait qu'on a trouvé notre expression de P de x, c'est P de x égale PV moins PA sur L fois x plus PA. Voilà la réponse à la question. Donc c'est la question 3. En déduire l'expression de Q de x en fonction de x. En notant Q de x égale 0 égale Q0. Donc, on va reprendre l'équation qu'on a écrite ici et on va y injecter l'expression de P de x qu'on vient de trouver à la question d'avant. Alors, on a dq sur dx, prendre le truc, dq sur dx égale a moins 2pi r lh, facteur donc P de x, donc on écrit notre nouvelle expression, PV moins PA sur L fois x plus PA moins delta pi. On a cette expression-là. On connaît plusieurs, on sait que tout ça c'est des constantes à part x. On met le dx, donc on sépare les variables. Ça donne dq est égal à moins 2pi r lh. PV moins PA sur L fois x plus PA moins delta pi fois dx. On peut intégrer des deux côtés. Donc ici l'intégrale on la met là. En fait ça dépend de x. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer entre quoi et quoi? Donc, la technique c'est, qu'est-ce qu'on cherche? Nous c'est Q de x. Donc on va forcément mettre une des bornes, c'est Q de x. Parce que c'est ce qu'on cherche. Q de x, c'est bien en x. Voilà. L'autre borne, comment on la trouve? Eh bien, on utilise une valeur qu'on connaît, c'est justement ce qu'on vous donne dans la question. On sait que Q en x égale 0, c'est égal à Q0. Vous aurez donné une autre valeur, vous aurez mis l'autre valeur. D'accord? Donc cette intégrale, qu'est-ce que je vais vous mettre là? Cette intégrale, donc Q de x moins l'intégrale de dq, ça donne Q. Ça donne Q de x moins Q0. C'est égal à, alors, moins 2pi r. Je ne vais pas l'écrire parce que là c'est bien trop beau. Je vais vous montrer sur l'écran. Alors, tac, là. Voilà, on en est là. Vous suivez? On en est là, on a fait l'intégrale entre Q0 et Q de x égale à moins 2pi r lh, l'intégrale entre 0 et x de toute cette grande parenthèse. Quand on intègre intégrale de dq, ça donne q, donc q de x moins q0. On met notre constante moins 2pi r lh. On avait pv moins pa sur l fois x. L'intégrale de x, c'est x carré sur 2. Là, on a x carré, on a mis le sur 2 ici. Plus pa moins delta pi, c'était une constante. Intégrale de pa moins delta pi, c'est pa moins delta pi fois x. Et donc finalement, en balançant le Q0 de l'autre côté, on obtient pour un x compris entre 0 et grand L, un débit en fonction de x qui est égal à tout ça. Ça, c'est le débit donc, de 100 en fait, à travers notre capillaire. Donc maintenant, on avait constitué un élément capillaire, donc un truc de longueur dx, maintenant qu'on a intégré, c'est à dans tout capillaire. D'accord? Placer un endroit x égale je ne sais pas combien de millimètres, vous pouvez calculer son débit. Ça, c'était la question 4. Question 5.
on appelle petit delta. On donne une nouvelle grandeur. On appelle petit delta, comme ça, est égal à Q0 moins QL sur Q0. La perte relative de débit de plasma dans le calculateur. Exprimer cette perte en fonction des données, puis la calculer. On rappelle que Q0 égale SV. Q0 égale SV parce que la vitesse de B, c'est bien la vitesse à l'entrée. Imaginez ici, c'est l'entrée. On a vu au tout premier cours que le débit, que vous aviez noté aussi grand JV, mais qui se note aussi Q, c'est la surface traversée fois la vitesse du flux. Donc cette perte relative, voilà, c'est imaginez QL c'est égal à Q0, c'est-à-dire on a le même début à l'entrée et à la sortie, ça fait 0 sur Q0, on aura une perte relative de 0%. Cette perte relative, ça nous permet de calculer en gros une sorte de fraction qui représente combien du pourcentage du plasma est rentré dans le tissu. Donc Q0 et QL, et bien en fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre expression de Q de X et on remplace X par 0 ou X par L. Et au final, on se retrouve avec, croyez-le-moi, donc voilà, Q0, en fait on met que c'est SV, pi r carré fois V, QL, on note que c'est tout ça. On se retrouve avec un delta, donc ça vous pouvez faire le calcul chez vous, ça n'a pas grand intérêt, c'est juste manipuler des grands trucs. On se retrouve avec un delta égal à cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le calcul, en fait on va calculer PA plus PV moins 2 delta pi, c'est égal à 5 mm de mercure. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice, normalement je vous conseille de le faire après le premier, le millimètre de mercure, très rapidement, c'est juste une unité de pression autre que le pascal. Donc le pascal c'est bien du SI, le millimètre de mercure c'est pas du SI. Millimètre de mercure ça se note comment? Ça se note comme ceci, millimètre, mm, et le symbole chimique du mercure c'est Hg, millimètre de mercure. En fait, ça correspond à la pression de combien de millimètres de mercure pousse dessus. C'est très grand. Ouais, vous verrez, si vous savez pas ce que c'est, faites l'exercice sur Corrige chez vous dans votre truc d'exercice. Le millimètre de mercure, c'est quoi? Il faut savoir, et là c'est la conversion à connaître, on vous a dit que 10 puissance 5 pascal, ce qu'on appelle un hectopascal, mais surtout un atmosphère. En fait, c'est 10 puissance 5 pascal, c'est environ la pression qui est dans l'air ambiant. C'est égal à 160 mm de mercure. Ça, c'est une valeur à connaître par cœur. En biophysique, vous la reverrez, vous l'avez déjà vu. Donc, la pression atmosphérique, c'est 760 mm de mercure au 10 puissance 5 pascal. Donc, petit truc pour faire la conversion, parce que les conversions, c'est souvent fruit d'erreur aussi. Quand on a, là, c'est 5 mm de mercure. 5 mm de mercure, on veut le convertir en pascal. Donc, vous savez, là, il faut se faire logique. On a cette équation, il va falloir utiliser cette valeur de 760. Il va falloir utiliser cette valeur de 10 puissance 5. Mais comment? Laquelle on multiplie, laquelle on divise? C'est simple à faire quand on connaît les unités. Donc 760 c'est du millimètre de mercure, 10 puissance 5 c'est du pascal. Donc là on est en millimètre de mercure. Je divise par du millimètre de mercure pour faire aucune unité. Et maintenant que j'ai une unité 1, donc dimension 1, je n'ai plus qu'à multiplier par le nombre de pascal pour avoir du pascal. Ici, pour convertir 5 mm de mercure en pascal, je vais faire 5 divisé par 760, multiplié par 10 puissance 5. Et vous trouvez une valeur approximative de 6,6 fois 10 puissance 2 pascal. Ça pour la conversion. Donc, si vous voulez passer du pascal au millimètre de mercure, c'est la même chose, sauf que vous divisez par 10 puissance 5 et vous divisez par 760. Quand on fait le calcul de tout, parce qu'on vous donne justement toutes ces valeurs, le problème, voilà, un des gros problèmes que moi je trouve en physique quand on vous donne des données numériques au tout début,
c'est que quand vous commencez à être pris dans l'exercice, parce que là, ça vous a fait pas mal de raisonnements derrière, et là vous vous retrouvez à calculer LH fois L, tout ça, vous ne pensez pas forcément qu'on vous les a donnés avant, mais c'est le cas. Donc, on vous donne toutes les autres valeurs, on vous les donne en plus en millimètres de mercure, etc. Il faut faire toutes ces conversions en unités SI, et on trouve environ une valeur, un delta de 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 10 puissance moins 4 par 0,01%. Donc on a une perte relative de plasma de 0,01%. C'est pas énorme, mais ça veut dire quand même qu'on en perd. D'accord? Alors, rassurez-vous, juste le petit point entre guillemets culture générale, mais que vous apprendrez en physiologie, c'est que, alors certes on en perd, là, vous pourriez imaginer, bah, ok, bah, on fait un tour, et ensuite on en perd un peu, bah, au final tout l'eau va là-dedans. C'est pas le cas, parce qu'il y a un système qui s'appelle le système lymphatique qui rebalance tout ce plasma perdu dans le tissu, dans le sang. Alors, ensuite, la question c'est quoi? On note C2X, la concentration capillaire en glucose. Alors voilà, en fait on a fini la première partie de l'exercice, c'était s'intéresser au flux transmembranaire de plasma, dans le liquide. Maintenant on va s'intéresser au glucose, le fameux glucose quand même qui est là pour nourrir un peu les cellules. On note C2X, la concentration capillaire en glucose à l'abscisse X, C2T, la concentration tissulaire en glucose, et C entre des crochets, je ne sais pas le nom de ces signes-là. Concentration moyenne en glucose dans la membrane capillaire. Densité de flux transmembranaire en glucose noté petit J2X résulte de la diffusion transmembranaire et également de l'entraînement. Diffusion parce que du glucose, il y en a moins dans le tissu que dans le sang. Donc la diffusion, la première molécule de faire qu'on a du glucose qui passe dans le tissu. Et entraînement, c'est parce qu'on vient de voir qu'il y a une densité de flux de plasma. Exprimé J2X en fonction de X et des données du corps du problème. Estimer l'importance relative du terme de diffusion, donc ça on va voir à ce et du terme d'entraînement. Alors, on utilise encore son cours. Lisez pas, enfin regardez ce que je pointe, mais lisez pas forcément ce qu'il y a. On sait que J2X, c'est donc ce moteur diffusionnel PD fois delta C, plus ce moteur d'entraînement, moyenne de C fois JVX. Delta C, on le note comme compartiment 1, compartiment 2. Compartiment 1, là c'est le capillaire, C2X moins C2. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc ça, on a répondu en fait un peu à la question en disant, ça c'est la densité de flux. Maintenant, on va faire la deuxième partie qui est l'importance relative du terme de diffusion et du terme d'entraînement et simplifier l'expression. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien formulé, mais on va regarder, on a deux moteurs qui créent un flux, une densité de flux, et on va voir est-ce qu'au final cette densité de flux est quand même majoritairement diffusionnelle ou majoritairement d'entraînement. Comment on fait ça? En fait, le truc, c'est qu'on dit que C2T est très très petit. Enfin, on va vous le mettre dans l'énoncé, mais C2T est très petit par rapport à C2X. C'est-à-dire que delta C et C2X sont à peu près du même ordre de grandeur. D'accord? C'est-à-dire que c'est à la même 10 puissance quelque chose. En fait. C'est un peu le même ordre de grandeur. Donc en fait, là, on va faire des approximations, quelque chose qui est très important en physique et qu'on verrait surtout en PD. On ne peut pas en faire beaucoup. Enfin, après en parce que là, c'est plus calcul. C'est quelque chose de très très important pour vous, c'est de faire des approximations. Donc, si delta C et C moyens sont à peu près pareils, pour comparer les deux, on va comparer la valeur de PD avec la valeur de JV. Voilà, ces deux valeurs, on va les comparer. Et on va voir laquelle est la plus grande entre les deux. JV, on sait que c'est LH fois P2X moins delta Pi. Vous en foutez de la barre au-dessus, c'est juste pour dire que tout est moyen. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez voir, ça vous paraît peut-être de la cuisine cet exercice, mais c'est vraiment ça, parce que l'application numérique en physique, ça correspond quand même beaucoup à la cuisine. Parce que c'est vraiment l'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur qui compte. Donc, on vous dit P2X moins delta Pi environ égal à 2,5 mm de mercure. Alors, pourquoi on vous met ça? Parce que vous avez donc delta Pi qui vaut 20 mm de mercure et P2X, donc ça va entre 30 et 15. Bon, bah là, on a pris par exemple, on va dire que c'est environ 25.
pour être environ 20, etc. On va dire environ 25 pour avoir une P de X plus grande que delta J. Et donc on dit que la différence fait environ 2,5 mm de mercure. Vous pourriez prendre une autre valeur, on aurait pu prendre le 30, là, ça aurait fait 3 mm de mercure de ouais, c'est ça. Ça aurait fait 10 mm de mercure de différence. Enfin, l'important c'est qu'entre 1 mm de mercure et 10 mm de mercure, il n'y a pas énormément de différence. C'est un ordre de grandeur. On vous dit que ça fait, quand vous faites le calcul, environ 330 pascal. LH, on vous dit que c'est 10 puissance moins 12. Ça, ok. Donc JV, en ordre de grandeur, c'est 3,3 10 puissance moins 10. Ce qui est important, c'est cette fameuse 10 puissance. 10 puissance moins 10. D'accord? Maintenant, on regarde PD. Parce qu'on voulait comparer ce JV à PD. Et PD, c'est 5 10 puissance moins 7. Donc on voit qu'il y a quand même un rapport 10 puissance 3 entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même PD qui est 1000 fois plus grand, environ, approximativement, que JV. Et donc, si c'est 1000 fois plus grand, ça veut dire que le moteur diffusionnel est 1000 fois plus important que le moteur d'entraînement. Ce qui veut dire qu'on peut simplifier notre expression de petit j de x en disant que c'est juste l'expression avec la diffusion. C'est-à-dire qu'on enlève cette fameuse c fois j de x. D'accord? En gros, si vous voulez le voir avec des valeurs, imaginons j, c'est le diffusion plus entraînement, juste des valeurs. Entraînement, imaginons diffusion c'est 1000 molécules par seconde par mètre carré. L'entraînement, donc 1000 fois moins, c'est une molécule par seconde par mètre carré. Donc en tout, ça ferait 1001, on va dire que c'est environ 1000. Vous comprenez pourquoi, en fait, on va dire que J, c'est uniquement ce terme de diffusion. Et donc, on écrit J de X, on répond à la question, en simplifiant, c'est J de X est égal à PD fois C de X moins C de T. Ah, encore la même question que tout à l'heure. La question 7. Donc on vous dit dans le capillaire, on considère que les mouvements de glucose sont principalement dus à l'entraînement. Et on négligera donc la diffusion intracapillaire. On notera grand J cap, le flux de glucose dans le capillaire à l'abscisse X, etc. En considérant un élément capillaire et en faisant le bilan des flux de glucose, démontrer la relation suivante de l'innovation. C'est la même chose que tout à l'heure. On fait un bilan des flux, donc on considère un élément capillaire. Il y a du glucose, il y a un flux de glucose, là on parle en flux de glucose, on n'est plus en flux de solvant. Flux de glucose entrant dans le capillaire, flux de glucose sortant, et flux de glucose transmembranaire qui passe donc dans les tissus. De la même façon, on note J cap X plus dx. Et le petit J de X, ça, c'est la densité de flux transmembranaire multipliée par la surface traversée. La surface, c'est donc cette surface latérale du cylindre. C'est le même calcul que tout à l'heure. C'est pour calculer autre chose. On se retrouve avec le fameux J cap X plus dx moins J cap de X est égal à moins 2 pi r dx, petit J de X. En utilisant le développement de Taylor, on se retrouve avec l'équation qui est importante. Là, je passe vite parce que c'est quand même la même chose que tout à l'heure. dj cap égale moins 2 pi r dx fois jx. Exprimer dj cap en fonction de cx. Ça va être encore pas très compliqué. On sait que j cap, on vous dit que là, dans cette question, on considère que l'entraînement. Donc petit j, c'est c fois v dans l'entraînement, d'accord? Là c'est parce qu'on vous le dit. On vous dit, bon, à la question d'avant, on avait démontré que c'était que de la diffusion, mais ici, on s'intéresse qu'à l'entraînement. Donc là, comme on s'intéresse qu'à l'entraînement, petit j cap, c'est c de x fois v. On remplace donc notre petit j cap dans l'expression qu'on avait tout à l'heure. Alors, d'abord, on écrit donc ça. Ensuite, on écrit que grand j cap, c'est donc petit j cap fois la surface. La surface du capillaire, la section, c'est pi r carré. Donc, c'est pi r carré fois c de x fois v. Ça, c'est petit j cap. C'est de la merde, mais au moins, ouais, petit j cap, et donc ça, c'est surface. C'est toujours la même équation, grand J égale petit j fois x.
On met ça là-dedans, on passe à la différentielle. Alors, c'est-à-dire qu'on passe à la différentielle, c'est on a cette équation. Le problème, c'est que là, ça serait une équation qui régirait, c'est pas compliqué, c'est pas grave, qui régirait l'ensemble du capillaire. Ça, on a peut-être été un peu loin, donc en fait, on met un petit d devant les variables. Pourquoi? Pour dire, au moins, on est sûr que ça se passe sur un petit élément. Et ensuite, on va voir sur l'ensemble du capillaire comment ça se passe. Pi r carré v, c'est des constantes, donc les petits d se placent devant jk et c de x. Ça, c'était donc la question. Parfait. Exprimer c de x en fonction de x. On notera c de x égale 0, c'est 0. Alors, on a obtenu en fait deux formules différentes de dJK. Je vous le rappelle, on avait celle que j'ai entourée ici, qui était en fonction de petit j de x, et celle qui est ici, qui est en fonction de c de x. Elles sont réécrites là. On sait que j de x, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est pd fois cx moins cd. Donc vous voyez, là, on retrouve toutes les questions qu'on a trouvées avant. Si on fait ça égal à ça, c'est égal, c'est j4, qu'on remplace j de x par ça, on se retrouve avec une équation, et là, croyez-moi, parce que je ne vais pas réécrire le calcul, qui est une équation différentielle comme ça. RV fois dc sur dx plus 2pd fois c est égal à 2pd fois ct. Bon, alors quand on voit une grosse équation comme ça, il faut quand même se dire quelle est la part qui est variable. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est souvent la variable qui est dans la dérivée, c'est-à-dire c. Là, c'est c de x. Parce que R, c'est une constante, petit d, c'est une constante, PD et CT, ce sont des constantes. Et donc là, on arrive, donc la question 10, on s'en foutera. On va faire cette question 9 et en fait, on va clore là-dessus le cours sur la réponse à cette question 9 qui est la résolution des équations différentielles du premier ordre avec ce moins de constante non nul. Vous l'avez déjà fait normalement, mais comme je ne sais pas comment vous la présenter, je vais refaire cette technique parce que là, même si ça peut vous paraître barbant, au moins déjà si vous n'avez pas compris, c'est très utile normalement. Et si vous avez moyennement compris, c'est quelque chose qu'il faut se dire, les équations différentielles de ce type-là, qui vont être dans beaucoup d'exercices en physique. Donc, au tout premier cours, on vous avait montré une méthode pour résoudre des équations différentielles avec égal 0. Cette fois, c'est plus égal 0, c'est égal quelque chose de constant et qui est pas nul. Donc, moi je vais montrer comment je présente ça. C'est une façon difficile de voir la résolution de ces équations différentielles. Alors, je vais présenter. Tac. Alors, on a l'équation différentielle suivante. L'équation différentielle, c'est RV. Et là, pour ceux qui ne savent pas la résoudre, notez bien la méthode que je vais vous dire. RV dc sur dx est égal à moins 2pd c plus 2pd ct. On va faire comme ça. Égal ici. Alors, quand vous trouvez une équation différentielle, la première chose à faire, c'est de la mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire tous les termes qui dépendent de la variable qu'on cherche, c'est du côté gauche, et tout le reste est constant du côté droit. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous dire une opération à faire qui n'est pas nécessaire, mais que je préfère faire, comme ça on sera mieux après, ça va être d'enlever le coefficient qu'il y a devant la dérivée. C'est-à-dire on divise par RV ici, par pi. Donc ça nous donne une équation différentielle qui est dc sur dx plus 2pd sur RV fois c, voilà, je mets bien en valeur le c parce que c'est ça qu'on cherche, est égal à 2pd ct sur RV. Voilà notre équation différentielle avec ce moins constant. Maintenant, comment on fait? C'est en deux étapes. Normalement, on a dû vous le présenter. Moi, je vous le présente comme ça. Vous faites un trait. Pour différencier les deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la solution, c'est trouver la solution homogène. Solution homogène. La
Et la troisième étape, on verra ce que c'est. Donc on commence souvent par l'habitude par la solution homogène. On peut commencer par la solution particulière, ça influe en rien. Donc, la solution homogène, comment on fait? En fait, on prend, quand on a fait dans cette forme-là, avec l'étape que je vous ai dit, on prend dans cette forme-là, on fait le second membre égale 0. Et on ne se pose pas d'autres questions. On fait ça égale à 0. Donc, DC sur DX, c'est ça qui est important à savoir. C'est deux étapes où on trouve la solution particulière et la solution homogène. Ensuite, ça va. C'est égal à 0. Donc, DC sur DX plus 2PD sur AB est égal à 0. Et ça, vous savez le faire. On vous l'a appris au premier cours. Comment on fait? On fait une séparation des variables, c'est-à-dire tout ce qui est en C à gauche, tout le reste à droite, qui va nous donner DC sur C est égal à moins 2PD sur RB fois DX. On intègre les deux côtés, et attention, et là c'est l'obligation, dans les équations différentielles de ce type-là, vous intégrez sans borne. Je ne sais pas si vous en avez encore parlé, mais c'est quelque chose de très important. Vous intégrez sans borne, ça veut dire que vous écrivez juste la primitive. Ici c'est ln de C, ln de valeur absolue, ln de C est égal à moins 2PD sur RB x, et là ce qui est important c'est de mettre plus constante. Ce qu'on appelle dans notre premier cours, si vous n'avez pas compris, parce que c'était sur la diapo, une constante d'intégration. Pourquoi on met une constante d'intégration? Parce que pour passer de là à là, il faut dériver. Intégrer pour aller comme ça, pour revenir en arrière, il faut dériver. Quand on dérive une constante, ça fait 0. Ce qui veut dire que là, on est toujours en quelque chose plus 0, et que 0, ça peut être n'importe quelle constante. On dit qu'il y a une constante qui traîne, on ne sait pas combien elle vaut, mais elle est là. Ensuite, on isole le C en passant à l'exponentielle des deux côtés. Ce qui nous donne C est égal à l'exponentielle de moins 2 PD sur RB x plus constante. Et je vous rappelle, et là cette question elle tombe souvent, c'est juste une propriété simple, une propriété algébrique de l'exponentielle qui est exponentielle de A plus B, c'est égal à exponentielle de A fois exponentielle de B. Ok? Donc ici, ça nous donne x est égal à exponentielle de moins 2 PD sur RBx fois exponentielle de constante. C'est toujours pas laquelle c'est. On s'en fout. Une exponentielle d'une constante, c'est une autre constante. On va noter cette fois K. On va noter K, tout ça. Et donc, on a notre solution qui va être égale à K exponentielle moins 2PD sur RBx. Alors, juste pour pas trop s'embrouiller, en fait, normalement, la plupart des gens notent, à chaque fois qu'on a un C, on a un H, parce qu'en fait, c'est pour dire solution homogène. C'est pour pas se bourrer, parce que ce C-là qu'on vient de trouver, c'est pas la solution de cette équation. C'est juste ce qu'on appelle la solution homogène, CH. De la même façon, on va trouver la solution particulière, c'est-à-dire CP. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Là, le nom, en fait, indique qu'est-ce qu'on va faire. C'est une solution particulière, c'est-à-dire une valeur de C qui marche, qui fait marcher cette équation-là. Comme c'est une valeur fixe, c'est une valeur constante, sa dérivée va être égale à 0. Ces dérivées vont être égales à 0. Et donc l'étape à connaître, ici c'était d'être égal 0. Pour la solution particulière, l'étape à connaître, c'est de dire que dc sur dx est égal à 0. Une fois qu'on a fait ça, ça va être beaucoup plus court, parce que ça va nous donner 2PD sur RB fois la solution particulière est égale à 2PD sur RB CT. On simplifie par 2PD sur RB, ce qui veut dire que ici, une solution particulière, c'est la constante CT. Et maintenant, en fait, en maths, vous démontrerez, mais là pas en physique, mais en maths, vous démontrerez que, c'est ça qui est puissant, en fait, donc là, c'est que la solution finale, la solution de C de x, solution de notre équation, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Et donc, C de x égale à K exponentielle moins 2PD sur RB fois x plus CT. Voilà notre solution C de x. Ah, c'est beau. Bon, il reste toujours cette fameuse constante à trouver. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé. On l'a laissé en sous forme K, c'est parce qu'on peut la trouver qu'à partir de cette forme-là.
On sait que, alors quelle constante est-ce qu'on va utiliser là? On sait que C de x égale 0, voilà. C de x égale 0, on va le noter, c'est 0. Donc, ça veut dire que k exponentielle de 0, ça fait 1. K plus ct, c'est égal à C0. Ce qui veut dire que k est égal à C0 moins ct. Et donc, on finit par trouver la solution de notre équation qui est C0 moins ct multiplié par exponentielle de moins 2 PD sur RB fois x plus la concentration tissulaire. Voilà la méthode pour résoudre les équations différentielles de ce type-là. La question 10, on s'en fout. Et c'est comme ça que se